Je n'ai jamais été une femme de scandale. Je m'appelle Josiane Martel. J'ai 83 ans et j'ai passé toute ma vie à me taire, à sourire quand je devrais parler, à donner quand je devrais refuser. J'ai été institutrice pendant 42 ans dans une petite école de Villefranche-sur-Saône. J'ai éduqué des centaines d'enfants, je les ai aimés, je leur ai appris à lire, à compter, à devenir des êtres humains respectueux. Mais personne ne m'a jamais appris à dire non. Surtout pas à mon propre fils. Ma mère m'avait enseigné qu'une dame ne crie pas, elle se tait, elle observe, elle attend le bon moment. Pendant plus de 8 décennies, j'ai attendu, j'ai enduré, j'ai pardonné. Mais ce soir-là, dans ma propre salle à manger, entourée de bougies que j'avais moi-même allumées, j'ai compris que le bon moment était enfin arrivé. Mon fils Thomas avait 39 ans. Un homme doux, trop doux peut-être. Il avait les yeux de son père, ce bleu pâle qui vous fait fondre même quand vous devriez rester forte. Quand Henri est mort il y a 7 ans, d'un cancer qu'il a emporté en 6 mois, Thomas est devenu mon seul trésor, mon unique enfant, le dernier lien avec l'homme que j'avais aimé pendant 52 ans. J'avais tout fait pour lui, absolument tout. Quand il a perdu son emploi chez Renault il y a 3 ans, je lui ai ouvert ma porte sans hésiter. « Viens à la maison, mon chéri. Le temps que tu retrouves tes marques. 3 longues années pendant lesquelles j'ai préparé ses repas, lavé son linge, écouté ses plaintes. J'ai payé ses factures de téléphone, ses médicaments, même ses cigarettes, alors que je déteste l'odeur du tabac dans ma maison. Et puis, 6 mois après son retour, Élodie est arrivée. Élodie. Cheveux longs et brillants comme dans les publicités, sourire parfait, voix douce comme du miel empoisonné. Elle avait 32 ans et travaillait dans une boutique de cosmétiques au centre commercial. Thomas l'a rencontrée un samedi après-midi et quelques semaines plus tard, elle emménageait avec nous. Avec nous. Dans ma maison. La maison qu'Henri et moi avions achetée en 1968, pierre par pierre, avec nos maigres économies d'instituteurs. Cela faisait maintenant 2 ans et demi qu'elle vivait ici. 2 ans et demi de sourires faux, de remarques acides déguisées en plaisanteries, de ma propre maison qui ne m'appartenait plus vraiment. Au début, j'ai voulu croire qu'elle était gentille. Elle m'appelait belle maman avec cet accent du Sud qui rend tout plus chaleureux. Elle m'aidait à mettre la table. Elle riait aux blagues de Thomas. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand elle me regardait. Quelque chose de froid, de calculateur. Comme si elle mesurait la valeur de chaque meuble, de chaque tableau accroché au mur, de chaque bijou que je portais encore. Les mois ont passé. Thomas ne cherchait plus vraiment de travail. Je postule en ligne, maman. C'est différent maintenant. Mais je voyais bien qu'il passait ses journées devant la télévision pendant qu'Élodie travaillait à mi-temps. Et moi, je continuais à cuisiner, à nettoyer, à payer les factures, toutes les factures, l'électricité, l'eau, le chauffage qui coûtait une fortune en hiver, même leurs courses au supermarché, leurs sorties au restaurant le week-end. Je ne disais rien. C'était mon fils, mon sang, l'enfant que j'avais porté dans mon ventre, allaité, soigné pendant toutes ces maladies d'enfance. Mais cette nuit-là, j'avais organisé un dîner spécial. Mon anniversaire approchait, 83 ans, un âge où chaque année devient un cadeau fragile qu'on déballe avec précaution. J'avais préparé un bœuf bourguignon, la recette secrète de ma grand-mère bretonne, celle qu'on ne partage qu'avec les personnes qu'on aime vraiment. J'avais sorti la nappe blanche brodée de roses, celle des grandes occasions. J'avais même acheté du bon vin, un Bordeaux à 45 € la bouteille. Une folie pour ma petite retraite d'institutrice de 1100 € par mois. Thomas semblait heureux. Il m'a embrassé sur le front en entrant dans la cuisine. « Ça sent divinement bon, maman. » Son baiser était chaud, sincère. J'ai cru, pendant un instant, que tout irait bien, que nous étions redevenus une famille. Élodie portait une robe noire moulante, trop courte pour un dîner de famille. Elle a posé son sac à main Chanel, un vrai, acheté avec l'argent de qui, je me demandais, sur le fauteuil de mon mari, celui où personne ne s'asseyait jamais. Le fauteuil en velours vert, où Henri lisait le journal chaque soir, ses lunettes sur le bout du nez. Elle s'est installée sans même me dire bonsoir. Nous avons mangé. J'ai raconté des souvenirs de Thomas enfant, comment il collectionnait les cailloux, comment il pleurait à chaque rentrée scolaire. Élodie écoutait à peine, consultant son téléphone sous la table, ses ongles vernis tapotant l'écran avec agacement. Et puis, au moment du dessert, une tarte tatin que j'avais mise 4 heures à préparer, elle a levé son verre. « Je voudrais porter un toast », a-t-elle déclaré d'une voix claire. Thomas a souri, attendri,
comme un petit garçon fier de sa compagne. Moi, j'ai senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. Une intuition. Le genre d'intuition qu'on développe après 83 ans de vie. « Ah belle maman », a-t-elle continué, le regard planté dans le mien comme une lame. « Vous êtes, comment dire, adorable, vraiment adorable. Une femme de votre génération, avec vos petites habitudes. » Elle a bu une gorgée, lentement, savourant chaque mot qui allait suivre. « Mais soyons honnêtes, d'accord ? Vous ne serez jamais ne serait-ce que la moitié de la femme que ma mère est. » Le silence s'est abattu sur la table, comme une chape de plomb. Thomas a figé, sa fourchette de tarte à mi-chemin vers sa bouche. Moi, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Non, j'avais survécu à bien pire. La mort de mes parents, la maladie d'Henri, mais ma patience, mon silence. Ces 3 années de retenue, de sacrifice muet, d'amour sans condition et sans reconnaissance. J'ai posé ma serviette sur la table, calmement, lentement. Chaque geste était mesuré, précis. Et j'ai souri. Un vrai sourire, celui qu'on réserve aux grandes révélations. C'est merveilleux, Élodie. Vraiment merveilleux de t'entendre parler de ta maman avec autant d'admiration. Ma voix était douce, presque chaleureuse. Pas un tremblement. Dans ce cas, demain matin, le loyer de cette maison sera envoyé directement à ta mère. Puisqu'elle est tellement exceptionnelle, je suis absolument certaine qu'elle sera ravie de payer 1 400 € par mois. Thomas a recraché son vin. Littéralement. Une gorgée de Bordeaux à 45 € s'est répandue sur ma nappe blanche brodée de roses. « Quoi ?» Il a toussé, les yeux écarquillés comme ceux d'un enfant pris en faute. « Quel loyer ?»« De quoi tu parles, maman ?»« Quel loyer ?» Élodie était devenue aussi pâle que la porcelaine de mes assiettes de mariage. Ses doigts serrèrent le pied de son verre à le briser. Et moi, pour la première fois depuis des années, depuis la mort d'Henri peut-être, je me suis sentie libre. Ne manquez aucune de ces histoires. Elles sont le témoignage d'une vie entière. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est produit que je n'avais pas du tout prévu. Thomas ne disait plus rien. Il me regardait, la bouche entr'ouverte, une tache de vin rouge sur sa chemise blanche. Élodie fixait son assiette comme si elle pouvait y disparaître. Et moi, j'ai continué à manger ma tarte tatin. Chaque bouchée était une victoire silencieuse. « Maman ?» a finalement murmuré Thomas. « Je ne comprends pas. Tu nous fais payer un loyer ?» J'ai posé ma fourchette, délicatement. « Oui, mon chéri. 1 200 € par mois, plus 200 € de charges. Depuis le jour où Élodie a emménagé ici, il y a exactement 2 ans et demi. 30 mois. J'ai fait le calcul dans ma tête, comme je l'avais fait des centaines de fois, seul dans ma chambre, la nuit, quand je ne trouvais pas le sommeil. 42 000 €, Thomas, c'est ce que vous me devez. » Le visage de Thomas est passé du blanc au rouge cramoisi. « Mais comment? Je n'ai jamais... » « Tu n'as jamais rien payé parce que c'est moi qui déposais l'argent sur ton compte chaque mois. » Le 5, jour du prélèvement automatique, 1 400 €, sorti de ma retraite de 1 100 €. Élodie a ouvert de grands yeux. « Attendez, vous gagnez 1 100 € et vous payez. » « Oui, j'ai bu une gorgée de vin. J'ai vendu mes bijoux pour survivre, l'alliance de mon mariage, les boucles d'oreilles qu'Henri m'avait offertes, la broche de ma mère. Et là, dans ce silence pesant, les souvenirs sont revenus. Pas ceux de la douleur, mais ceux d'avant, quand tout était encore lumineux. Il y a 57 ans, Henri m'a demandé en mariage. C'était un dimanche de printemps. Nous nous promenions au bord de la Saône. Il portait son costume gris, celui qu'il mettait pour aller à la messe. Moi, j'avais ma robe jaune à pois blancs, celle que ma mère avait cousue pour mes 22 ans. « Josiane !» avait-il dit en s'arrêtant près d'un saule pleureur. « Je ne suis qu'un simple professeur. Je ne serai jamais riche. Mais je te promets de t'aimer chaque jour de ma vie. » Il s'était agenouillé, là, sur l'herbe humide, une petite bague en or dans une boîte en velours bleu. « Veux-tu devenir ma femme ?» J'avais dit oui. Évidemment que j'avais dit oui. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, en octobre 1968. Une petite cérémonie à l'église de Villefranche, 40 invités, un repas simple dans la salle des fêtes, pas de voyage de noces, nous n'avions pas les moyens. Mais nous étions heureux, profondément, simplement heureux. Henri était un homme bon, le genre d'homme qui rapportait des fleurs chaque vendredi soir, qui réparait les chaussures de Thomas pour économiser 10 francs, qui me prenait la main pendant que nous regardions la télévision. « Josiane ?» me disait-il souvent, « nous ne sommes peut-être pas riches,
Mais nous avons quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Nous nous respectons. Le respect. Ce mot résonne aujourd'hui comme un écho du passé. Nous avons élevé Thomas ensemble. Nous lui avons appris à dire « s'il te plaît » et « merci », à ne jamais prendre sans demander, à contribuer au foyer, même modestement. Quand il avait 16 ans, il tondait les pelouses des voisins l'été pour payer ses sorties avec ses amis. « Je ne veux pas que tu paies toujours pour moi, maman », disait-il fièrement en me montrant les 20 francs qu'il avait gagnés. Qu'est-il arrivé à ce garçon? Où est passé cet homme qui refusait de prendre sans donner? Quand Henri est mort, Thomas est venu à l'enterrement. Il a pleuré. Il m'a serré dans ses bras. « Je suis là, maman. Tu n'es pas seule. » Mais 2 jours plus tard, il était reparti à Paris, à sa vie, à son travail chez Renault. Et moi, je suis restée dans cette grande maison, avec le fauteuil en velours vert qui sentait encore la pipe d'Henri, avec le silence qui habitait chaque pièce. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans cette solitude. Je faisais mes courses le mardi matin, je lisais le soir, je regardais des vieilles émissions de variété à la télévision. J'allais à la messe le dimanche. Thomas m'appelait 1 fois par mois. « Ça va, maman? Tu as besoin de quelque chose ?» Des questions rapides. Une conversation de 5 minutes, toujours pressée. Et puis, un soir de novembre, il y a 3 ans, il a sonné à ma porte. Pas d'avertissement, pas d'appel téléphonique. Juste lui, avec 2 valises et un regard vide. « Maman, j'ai perdu mon travail. Je peux rester quelques semaines ?» Mon cœur s'est serré. Mon fils était brisé. Comment aurais-je pu refuser? « Entre, mon chéri. C'est ta maison. » Ces mots terribles que j'allais regretter. Quelques semaines sont devenues 3 ans. Et 6 mois après son retour, Élodie est apparue. Belle, souriante, fausse. À la table du dîner, Thomas fixait ses mains. « Je ne savais pas, maman. Je te jure que je ne savais pas que tu te sacrifiais comme ça. Tu ne voulais pas savoir, Thomas. Tu vivais ici gratuitement. Tu ne t'es jamais demandé comment je payais tout ça avec ma petite retraite ?» Le silence. Élodie s'est levée brusquement. « C'est ridicule. Viens, Thomas, on s'en va. »« Où ?» Ma voix était calme, trop calme. « Où vas-tu aller, Élodie ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. « C'est bien ce que je pensais, » ai-je murmuré. « D'où m'écoutez-vous en ce moment? Depuis votre salon, votre cuisine? Êtes-vous entouré de ceux qui prennent sans jamais donner? Car ce qui allait se révéler ensuite était bien plus troublant. » Élodie s'est rassise lentement. Elle n'avait nulle part où aller. Nous le savions toutes les deux. Elle avait brûlé tous ses ponts, perdu le contact avec sa colocataire d'avant. Sa mère, cette femme si merveilleuse, vivait dans un studio à Marseille et refusait de l'héberger. Oui, je le savais. J'avais entendu leur conversation téléphonique il y a 6 mois. Élodie criait dans sa chambre. « Maman, s'il te plaît, juste quelques semaines !» Et la réponse, que j'avais captée malgré moi, « Non, Élodie, tu as 32 ans, débrouille-toi. » Sa propre mère la refusait. Mais moi, l'idiote, je continuais à la nourrir. Il y a eu un moment, ai-je dit doucement, où j'ai compris qui tu étais vraiment, Élodie. Un moment précis où j'aurais dû vous mettre dehors tous les deux. Thomas a levé les yeux vers moi. Quand? Tu te souviens de février dernier? Quand j'ai eu cette grippe terrible? C'était il y a 8 mois. Une grippe qui m'avait cloué au lit pendant 2 semaines. 40 de fièvre, des frissons, une toux qui me déchirait les poumons. À 82 ans, une grippe peut devenir mortelle. Le médecin était venu. « Repos complet, Madame Martel, ne sortez pas de votre lit. » J'étais trop faible pour descendre, trop faible pour cuisiner, trop faible même pour aller aux toilettes, sans m'accrocher au mur. Le premier jour, Thomas est monté avec un plateau, une soupe en sachet, du pain de mie. « Tiens, maman, repose-toi. » J'ai mangé sans rien dire. La soupe était fade, mais j'étais reconnaissante. Le deuxième jour, personne n'est monté. J'ai attendu. Midi, 13h, 14h. J'avais faim, j'avais soif. J'entendais la télévision en bas. Des rires. Élodie et Thomas qui regardaient un film. À 15h, je me suis levée. Tremblante, j'ai descendu les escaliers en m'agrippant à la rampe. Chaque marche était une épreuve. Ils étaient sur le canapé. Élodie mangeait du pop-corn. Thomas buvait une bière. « Thomas » ai-je murmuré, ma voix rauque. « Je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Il a sursauté. « Ah merde, maman, j'ai oublié. Désolé. Tu veux que je te fasse un sandwich ?»« Non, je vais me débrouiller. » Élodie n'a même pas tourné la tête. Ses yeux restaient fixés sur l'écran. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur, vide,
complètement vide. Ils avaient de manger les restes du poulet rôti, terminé le fromage, bu tout le lait. « Thomas !» ai-je appelé. « Il n'y a plus rien à manger. » « Ah oui, on devait faire les courses, mais on n'a pas eu le temps. Tu peux commander quelque chose ?» Commander. Avec ma fièvre, avec ma toux, avec mes 82 ans. J'ai pris mon manteau. Je suis sortie, février. Il faisait 3 degrés. Le vent me transperçait. J'ai marché jusqu'à la boulangerie. 800 mètres qui m'ont paru être 8 kilomètres. « Madame Martel ?» La boulangère a écarquillé les yeux. « Mais vous êtes malade. Vous ne devriez pas être dehors. »« Je sais, mais je dois manger. » Elle m'a donné une baguette, a refusé mon argent. « Rentrez vite, vous allez mourir de froid. » Je suis rentrée, trempée de sueur malgré le froid, tremblante. J'ai monté dans ma chambre. J'ai mangé du pain sec et j'ai pleuré. Pas à cause de la faim, pas à cause de la grippe, mais à cause de l'évidence. Mon fils ne prenait plus soin de moi. Il m'avait oublié, comme on oublie un vieux meuble dans un grenier. Le soir même, j'ai entendu Élodie parler au téléphone dans sa chambre. La cloison est mince. J'entends tout. Ouais, elle est toujours malade. Non, je ne vais pas m'occuper d'elle. C'est pas mon rôle. C'est sa maison qu'elle se débrouille. Un rire. Thomas, il fait rien non plus. On regarde des séries toute la journée. C'est cool en fait. Cool. Ma maladie était cool pour eux. Une excuse pour paresser encore plus. Le lendemain, j'ai pris une décision. Une décision que j'aurais dû prendre bien plus tôt. J'ai appelé mon notaire, Maître Beaumont, un homme de 60 ans qui gérait mes affaires depuis la mort d'Henri. « Maître, j'ai besoin de modifier mon testament, et je veux établir des contrats de location pour mon fils et sa compagne. » « Des contrats de location ? Mais Madame Martel, c'est votre fils. » « Justement, c'est mon fils, et il est temps qu'il apprenne la valeur des choses. Nous avons rendez-vous la semaine suivante. J'ai signé les papiers, contrat de bail, 1 200 € par mois de loyer, 200 € de charge, durée indéterminée, préavis de 3 mois pour quitter les lieux. Vous êtes sûre, Madame Martel ? Certaine. J'ai ouvert un compte bancaire pour Thomas. J'y ai déposé 1 400 € chaque mois. Puis j'ai établi un prélèvement automatique du même montant, au nom du bail. Sur le papier, Thomas payait son loyer. Dans la réalité, je payais pour qu'il croie payer. Pourquoi ? Pourquoi cette comédie ? Parce que j'espérais. J'espérais qu'un jour, il ouvrirait les yeux, qu'il verrait les relevés bancaires, qu'il se demanderait d'où venait cet argent, qu'il m'en parlerait. Mais il ne l'a jamais fait. 30 mois, 42 000 €. Pas une seule question. À la table du dîner, Thomas avait le visage dans les mains. « La grippe de février », a-t-il murmuré. « Mon Dieu, maman, je suis tellement désolée. »« Désolée ne nourrit pas une vieille femme malade, Thomas. » Élodie s'est levée brusquement, faisant grincer sa chaise. « J'en ai assez de ce mélodrame. Tu veux qu'on parte ? Très bien, on partira demain matin. » J'ai souri, calmement. « Non, Élodie, vous partirez ce soir, maintenant. » Le silence est tombé comme un couperet. « Vous avez 2 heures pour faire vos valises. Après ça, je change les serrures. » Thomas a ouvert de grands yeux. « Maman, tu ne peux pas ?»« Si, c'est ma maison. Et vous n'êtes plus les bienvenus. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous eu le courage de dire ces mots ? Car ce qui allait se passer dans les 2 heures suivantes révélerait leur vraie nature. » Thomas s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. « Maman, arrête, tu es fatiguée. Tu ne penses pas ce que tu dis. » Cette phrase, cette terrible phrase que les enfants utilisent quand ils veulent invalider la colère de leurs parents. « Tu es fatiguée. » Comme si mes émotions n'étaient que le résultat d'un manque de sommeil. Je n'ai jamais été aussi lucide de toute ma vie, Thomas. Mais c'est ta maison. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Je suis ton fils. Justement, tu es mon fils. Et pendant 3 ans, tu as profité de moi sans la moindre reconnaissance. Tu crois que je ne vois pas ? Que je suis aveugle ? Élodie a attrapé son sac Chanel. Viens, Thomas, on s'en va. Ta mère est devenue folle. Je ne suis pas folle, Élodie. Je suis juste fatiguée de payer pour ta vie de princesse. Elle s'est figée. Pardon ? Tes vêtements, Zara. Tes sorties en boîte de nuit tous les samedis. Tes déjeuners au restaurant avec tes amis. 500 € de salaire par mois et tout part en futilité. Qui paie ton téléphone, tu crois ? Qui paie l'Internet que tu utilises pour poster tes photos sur Instagram ? Elle est devenue écarlate. Vous nous espionniez ? J'habite ici, Élodie. Je vois, j'entends, je compte. Thomas a fait un pas vers moi.
Ses yeux étaient remplis de larmes. « Maman, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je vais chercher du travail. Sérieusement cette fois. Je vais tout rembourser. Je te le promets. » Et là, j'ai senti mon cœur se fissurer. Parce que c'était mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais porté, nourri, élevé, celui pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Mais j'ai pensé à Henri, à ce qu'il m'aurait dit s'il était encore là. « Josiane, l'amour sans limite devient de la faiblesse. Un fils qu'on ne corrige jamais devient un homme qui ne respecte rien. » Henri m'avait mis en garde il y a longtemps. Thomas avait 15 ans. C'était un samedi après-midi. Thomas avait emprunté 50 francs dans mon porte-monnaie sans demander, pour aller au cinéma avec ses amis. Quand je l'avais découvert, j'avais voulu minimiser. Ce n'est rien, c'est juste 50 francs. Mais Henri avait insisté. « Josiane, il doit apprendre, il doit s'excuser et rembourser. Il est jeune, Henri. Il a oublié de demander, c'est tout. » Non, Henri m'avait pris les mains. Il n'a pas oublié. Il a choisi de prendre sans permission. C'est différent. Si tu ne lui apprends pas maintenant la valeur du respect, il ne l'apprendra jamais. Thomas avait dû rembourser les 50 francs avec son argent de poche. Il avait boudé pendant une semaine, mais il n'avait plus jamais pris d'argent sans demander. Du moins, pas jusqu'à maintenant. « Thomas, » ai-je dit doucement, « combien de fois as-tu promis de chercher du travail sérieusement ?» Il a baissé les yeux. « Combien de fois m'as-tu dit « Demain, maman, je vais postuler demain ?» Silence. « Tu as 39 ans. Tu n'es plus un enfant. Et moi, j'ai 83 ans. Je n'ai plus le temps d'attendre tes promesses. Mais où veux-tu qu'on aille? Chez des amis, à l'hôtel, dans un appartement que vous louerez avec vos propres moyens. Je ne sais pas, Thomas. Et franchement, ce n'est plus mon problème. » Ces mots me brûlèrent la gorge. Mais ils devaient être dits. Élodie a ricané. « Des amis? Tu plaisantes? On n'a personne. Personne ne veut nous héberger. Alors peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. » Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Thomas s'est approché de moi. Il a posé sa main sur mon épaule. « Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai déçue. Mais s'il te plaît, laisse-moi te prouver que je peux changer. » J'ai regardé cette main que j'avais tenue le jour de sa première rentrée scolaire, cette main que j'avais pansée quand il était tombé de vélo. Et j'ai eu envie de céder, de dire oui, de tout pardonner comme je l'avais toujours fait. Mais alors, j'ai vu le reflet dans le miroir du salon. Mon reflet. Une vieille femme fatiguée, usée. Une femme qui avait donné toute sa vie et qui n'avait reçu que du mépris en retour. Tu as eu 3 ans pour me le prouver, Thomas. 3 longues années. Combien de temps encore dois-je attendre? Il a retiré sa main. Tu es dure, maman. Tu n'as jamais été aussi dure. Non, je ne suis pas dure. Je suis juste fatiguée d'être douce. Élodie a attrapé le bras de Thomas. Laisse tomber. Elle ne changera pas d'avis. Viens, on fait nos valises. Ils sont montés à l'étage. J'ai entendu les tiroirs s'ouvrir brutalement. Les valises qu'on traîne, les voix étouffées, les disputes chuchotées. Et moi, je suis restée assise à cette table, entourée des restes de ce dîner d'anniversaire qui avait si mal tourné. Le bœuf bourguignon était froid. Les bougies s'étaient éteintes. Le vin avait un goût amer. J'ai posé ma tête dans mes mains. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'étais trop dure? Une partie de moi hurlait « Remonte! Dis-leur que tu as changé d'avis, c'est ton fils, ton unique fils !» Mais une autre partie, plus calme, plus sage, murmurait « Tu as déjà trop donné, tu n'as plus rien à donner. » 20 minutes plus tard, ils sont descendus. Thomas portait 2 grosses valises. Élodie en traînait 3, plus son sac Chanel et un sac de sport. « On part !» a dit Thomas d'une voix plate. « Tu es contente ?» Je ne suis pas contente, Thomas. Je suis triste, profondément triste. Mais je suis aussi soulagée. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Et pour l'argent? Les 42 000 €? On verra avec le notaire. Tu as une dette. Elle ne disparaîtra pas. Élodie a secoué la tête. Incroyable. Vous êtes vraiment une belle-mère de conte de fées. La méchante sorcière qui jette tout le monde dehors. J'ai souri. Un sourire triste. Dans les contes de fées, Élodie, les méchantes sorcières finissent toujours par perdre. Mais dans la vraie vie, ce sont les parasites qui sont chassés. Elle a ouvert la porte d'entrée avec violence. On s'en va. Mais tu vas le regretter. On va te poursuivre en justice. On va... Fais ce que tu veux. J'ai tous les documents, tous les relevés bancaires, tous les justificatifs. Maître Beaumont s'occupera de tout.
Thomas est resté sur le seuil. Une dernière fois, il s'est retourné. « Maman, je suis désolé. Vraiment. Je sais, mon chéri. Mais les excuses sans changement ne sont que des mots vides. » Il est parti. La porte s'est refermée. Et je me suis retrouvée seule, dans le silence, dans ma maison. J'ai écouté le bruit de leur voiture qui démarrait, qui s'éloignait, qui disparaissait dans la nuit. Et alors seulement, j'ai pleuré. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues ridées. Des larmes de soulagement mêlées de chagrin. Des larmes de liberté mêlées de culpabilité. « Henri », ai-je murmuré en regardant le fauteuil en velours vert. « Est-ce que j'ai bien fait ?» Le fauteuil ne m'a pas répondu. Mais j'ai senti, quelque part au fond de moi, qu'Henri aurait été fier. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous cédé une dernière fois? Parce que 3 jours plus tard, quelque chose allait arriver que je n'avais pas prévu du tout. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans un silence étrange. Un silence différent de celui que j'avais connu après la mort d'Henri. Ce silence-là était lourd de chagrin. Celui-ci était léger, presque paisible. Je me réveillais le matin sans entendre leurs pas à l'étage, sans sentir l'odeur des cigarettes de Thomas, sans trouver les serviettes d'Élodie mouillées sur le sol de la salle de bain. Je buvais mon café tranquillement. Je lisais le journal sans être interrompu. Je regardais mes émissions préférées sans que personne ne change de chaîne. Ma maison m'appartenait à nouveau. Mais il y avait quelque chose que je devais faire. Quelque chose que j'avais repoussé pendant 3 jours par peur de ce que j'allais découvrir. Nettoyer leur chambre. Le mercredi matin, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai monté les escaliers lentement, une main sur la rampe. J'ai ouvert la porte de la chambre de Thomas, celle qui avait été sa chambre d'enfant, puis d'adolescent, puis de jeune homme, et finalement celle qu'il avait partagée avec Élodie. L'odeur m'a frappé en premier. Un mélange de parfums bon marché, de tabac froid et de renfermé. Les rideaux étaient tirés. La lumière du jour filtrait à peine. J'ai allumé la lumière. Le spectacle était désolant. Le lit n'était pas fait. Les draps, froissés, traînaient en parterre. Des vêtements étaient éparpillés partout. Des assiettes sales s'empilaient sur la table de nuit. Des mégots de cigarettes débordaient d'une tasse, ma tasse en porcelaine, celle que ma grand-mère m'avait offerte. Ils avaient mon vécu comme des animaux, dans ma maison, dans la chambre où Thomas avait grandi. J'ai commencé à ramasser, les vêtements dans un sac poubelle, les assiettes dans un panier que je descendrais laver, les déchets à la poubelle. Et puis, en soulevant le matelas pour refaire le lit, j'ai vu quelque chose, une boîte à chaussures, cachée entre le matelas et le sommier. Mon cœur s'est accéléré. J'ai hésité. Fouiller dans les affaires de mon fils me semblait mal, mais ils étaient repartis. Et cette boîte était dans ma maison. J'ai ouvert le couvercle. Des papiers, des enveloppes, des reçus. J'ai commencé à lire, et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. La première enveloppe contenait des relevés bancaires, pas ceux du compte que j'avais ouvert pour lui. Un autre compte, un compte que je ne connaissais pas. Thomas avait de l'argent, beaucoup d'argent, 8 300 € sur son compte. En février dernier, le mois de ma grippe, il avait même eu 12 000 €. J'ai relu les chiffres, encore et encore, comme si mes vieux yeux me trahissaient. Mon fils, celui qui prétendait être sans emploi, celui qui me laissait payer tout, avait des milliers d'euros cachés. D'où venait cet argent? J'ai continué à fouiller, des bulletins de salaire, une dizaine, d'une entreprise de livraison de repas, Uber Eats. Thomas travaillait. Depuis 1 an et demi, il gagnait entre 1 200 et 1 800 € par mois en livrant des repas à vélo. Pendant 1 an et demi, il s'était levé, avait prétendu chercher du travail et sortait en réalité livrer des pizzas et des sushis dans tout Lyon. Pendant 1 an et demi, il m'avait menti, regardé dans les yeux, et menti. Mes mains tremblaient. J'ai dû m'asseoir sur le lit défait. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la boîte, il y avait une lettre, pliée en 4, une écriture que je ne connaissais pas. « Mon Thomas, je sais que ta mère est pénible. Je sais qu'elle te fait des reproches tout le temps. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Dans quelques années, elle sera trop vieille pour s'occuper d'elle-même. Elle devra aller en maison de retraite. Et cette maison nous reviendra. Tu es fils unique. C'est ton héritage. On attendra. On jouera le jeu. On fera semblant d'être gentil. Et quand elle partira, on vendra cette baraque et on aura enfin assez d'argent pour vivre correctement. En attendant, économise tout ce que tu gagnes. Ne lui dis rien sur ton travail. Laisse-la croire qu'elle nous aide. Ça la rend heureuse, cette vieille conne.
Elle aime se sentir utile. Plus que quelques années à supporter, mon chéri. Et après, on sera libre. Je t'aime, Élodie. J'ai lu la lettre 3 fois, puis 4 fois. Puis j'ai arrêté de compter. Les mots dansaient devant mes yeux. Vieille conne, baraque, attendre qu'elle parte. Ils ne vivaient pas chez moi par nécessité. C'était un plan, une stratégie. Ils attendaient que je meure, ou que je sois assez faible pour être placé en institution, pour hériter de ma maison. Thomas savait. Il savait tout. Il n'était pas une victime. Il n'était pas un fils perdu qui avait besoin de sa maman. Il était un menteur, un calculateur, un homme qui profitait sciemment de sa mère âgée. Pendant 3 ans, j'avais cru sauver mon fils. Mais en réalité, j'avais nourri et logé 2 vautours qui attendaient patiemment ma mort. J'ai posé la lettre sur mes genoux. Mes mains tremblaient, si fort que le papier bruissait. « Henri », ai-je murmuré, « notre fils est devenu un monstre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, dans cette chambre qui sentait la trahison, tenant cette lettre qui détruisait toutes mes illusions. Le téléphone a sonné. J'ai sursauté. Je suis descendue, lentement, comme une automate. « Allô ? Maman ?» C'était Thomas. Sa voix était différente, plus froide. « On doit parler. »« Oui, on doit parler. »« J'ai réfléchi. Tu as raison. Je te dois de l'argent. Je vais te rembourser. Mais pour ça, il faut que tu nous laisses revenir. Juste le temps que je trouve un vrai travail stable. » Un vrai travail stable, alors qu'il travaillait déjà depuis 1 an et demi. « Non, Thomas. »« Quoi ?» J'ai dit non. Tu ne reviendras pas ici. Jamais. Un silence. « Maman, tu es encore fâchée. Je comprends. Mais sois raisonnable. »« Raisonnable ?» J'ai ri. Un rire sec, sans joie. « Dis-moi, Thomas. Quand comptais-tu me parler de ton travail chez Uber Eats ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. « Comment tu sais ça ? J'ai nettoyé ta chambre. J'ai trouvé ta boîte, tes relevés bancaires, tes bulletins de salaire et la lettre d'Élodie. » J'ai entendu sa respiration s'accélérer. « Maman, je peux tout t'expliquer. » « Explique-moi alors. Explique-moi comment tu as pu me mentir pendant 1 an et demi. Explique-moi comment tu m'as laissé vendre mes bijoux, mon alliance, alors que tu avais des milliers d'euros cachés. Explique-moi comment tu as pu attendre que je meure pour hériter de cette maison. Ce n'est pas comme ça, vieille conne. C'est comme ça qu'Élodie m'appelle dans sa lettre. Et toi, tu as défendu ta mère? Ou tu as ri avec elle? Maman, s'il te plaît. J'ai fini de t'écouter, Thomas. J'ai passé 3 ans à t'écouter, à te croire, à t'aimer malgré tout. Mais c'est terminé. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était beau. Les rosiers d'Henri étaient en fleurs. Je vais vivre, Thomas. Je vais vivre mes dernières années en paix, sans toi, sans elle, sans personne qui profite de ma bonté. Et pour l'argent, les 42 000 euros, Maître Beaumont s'en occupe. Tu recevras les papiers officiels la semaine prochaine. Tu as une dette, tu la payeras, même si ça prend des années. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton fils. Ma voix est devenue glaciale, une voix que je ne me connaissais pas. Un fils ne ment pas à sa mère mourante. Un fils ne attend pas l'héritage en comptant les jours. Tu n'es plus mon fils, Thomas. Tu es un étranger. Et j'ai raccroché. J'ai débranché le téléphone. Je me suis assise dans le fauteuil en velours vert d'Henri. Et j'ai pleuré. Toutes les larmes que j'avais retenues pendant 3 ans. Toutes les larmes que j'avais économisées. J'ai pleuré l'enfant que Thomas avait été. Le petit garçon aux yeux bleus qui collectionnait les cailloux. L'adolescent qui me disait « Je t'aime, maman », avant de partir au collège. Cet enfant-là était mort. Et à sa place, il y avait un homme que je ne reconnaissais plus. Ne manquait aucune de ces histoires. Dans la douleur, nous trouvons parfois notre plus grande force. Mais ce que j'allais découvrir dans les jours suivants changerait tout. Le lendemain matin, j'ai reçu la visite de quelqu'un que je n'attendais pas. On a sonné à la porte à 9 heures. J'ai regardé par le Judas. Une jeune femme d'une 30aine d'années. Cheveux courts, lunettes rondes, un dossier sous le bras. « Madame Martel ? Je m'appelle Sophie Renard. Je suis assistante sociale. Puis-je vous parler quelques minutes ?» Mon cœur s'est serré. Thomas avait-il porté plainte? Avait-il prétendu que je l'avais maltraité? J'ai ouvert. « Entrez, mademoiselle. » Elle s'est assise dans le salon, a refusé le café que je lui offrais. Elle avait l'air grave. « Madame Martel, je viens vous parler de votre fils, Thomas. » Je m'en doutais. Il est venu à notre bureau hier, avec sa compagne, Élodie.
Ils nous ont raconté que vous les aviez mis à la porte sans raison. J'ai souri amèrement. Sans raison. Mais elle a ouvert son dossier. J'ai fait quelques vérifications. Parce que quelque chose ne collait pas dans leur histoire. Et j'ai découvert des choses troublantes. Elle m'a tendu des papiers, des documents officiels. Votre fils a menti sur plusieurs points. Il travaille effectivement depuis 18 mois. Il a 7 000 € sur son compte actuellement. Et elle a hésité. Il a déjà fait ça avant. Fait quoi? Profiter d'une personne âgée. Sa tante, la sœur de votre mari. Le monde s'est arrêté de tourner. Simone? Oui, Simone Martel. Elle est décédée il y a 5 ans. Simone, la petite sœur d'Henri. Une femme douce, généreuse, qui n'avait jamais eu d'enfant. Elle vivait à Mâcon. Nous la voyions 2 ou 3 fois par an. Quand Henri est mort, elle m'avait téléphoné. « Josiane, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Henri était tout pour moi. » Elle était morte 3 ans plus tard. Cancer du sein, très rapide. Thomas était allé à son enterrement. Il avait pleuré. Elle était si gentille, maman. Elle me donnait toujours des bonbons quand j'étais petit. Madame Martel, a continué Sophie Renard, Simone a modifié son testament 6 mois avant sa mort. Elle a tout légué à Thomas. Sa maison, son compte en banque, tout. Je ne savais pas. Thomas ne m'en a jamais parlé. La maison a été vendue 2 ans après son décès. 180 000 €. Cet argent a disparu en moins d'1 an. 180 000 €. Comment est-ce possible? Sophie a sorti d'autres documents. Selon les relevés bancaires de votre fils, il a tout dépensé. Voiture de luxe, voyage, restaurant, et puis il a tout perdu en bourse. Des investissements hasardeux. En mars dernier, il ne lui restait plus rien. Mars dernier. 6 mois après sa rupture avec Renaud. 1 mois avant qu'il ne vienne sonner à ma porte avec ses valises. Mais ce n'est pas tout, a ajouté Sophie doucement. J'ai parlé avec l'ancienne voisine de Simone. Elle m'a dit quelque chose de troublant. Dans les derniers mois de sa vie, Simone se plaignait. Elle disait que Thomas venait la voir très souvent, qu'il était très gentil, qu'il l'aidait avec ses papiers, ses factures. C'est bien, non? La voisine a dit que Simone semblait confuse, qu'elle ne se souvenait plus très bien de ce qu'elle signait, qu'elle était sous morphine, désorientée, et que Thomas passait des heures seul avec elle dans sa chambre. La nausée m'a submergée. Vous pensez que Thomas a profité de l'état de Simone pour la convaincre de tout lui léguer? Oui, je le pense, et les médecins de Simone aussi. Ils ont voulu contester le testament, mais il n'y avait pas assez de preuves. Thomas avait été très prudent. J'ai repensé aux derniers mois de Simone. Thomas allait la voir pour l'aider. Il rentrait toujours avec un sourire. Elle est contente de me voir, maman. Ça lui fait du bien. Après sa mort, il avait été triste pendant quelques jours. Puis il avait continué sa vie, sans jamais mentionner l'héritage, sans jamais me dire qu'il avait vendu la maison de sa tante. Pendant que je luttais seule avec le deuil d'Henri, pendant que je comptais chaque euro de ma petite retraite, mon fils avait 180 000 € cachés. Madame Martel, a dit Sophie en posant sa main sur la mienne, votre fils a un schéma. Il cible les personnes âgées de sa famille. Il gagne leur confiance. Il attend. Et il prend tout. Et Élodie? Elle est dans le coup depuis le début. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans, juste avant la mort de Simone. Je pense qu'elle l'encourage, qu'elle est même celle qui planifie. La lettre que j'avais trouvée dans la boîte à chaussures, ce n'était pas la première. C'était juste celle qu'ils avaient oubliée en partant précipitamment. « Qu'est-ce que je peux faire ?» ai-je murmuré. « Vous avez déjà fait le plus important. Vous les avez mis dehors. Maintenant, il faut protéger vos biens. Votre maison, votre argent, tout. » Elle m'a tendu une carte. « Voici un avocat spécialisé dans la protection des personnes âgées. Il travaille avec votre notaire, Maître Beaumont. Ils peuvent vous aider à sécuriser votre patrimoine, à être sûr que Thomas ne pourra plus jamais vous nuire. » J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. « Merci, mademoiselle. C'est mon travail. » Elle s'est levée. « Et Madame Martel, vous avez été courageuse. Beaucoup de personnes dans votre situation n'osent pas agir, par peur, par culpabilité, par amour. Je l'aime encore, ai-je admis. C'est terrible, mais je l'aime encore. C'est mon fils. Je sais. Mais parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Après son départ, je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Tout prenait sens maintenant. Les mensonges, l'attitude d'Élodie, le refus de Thomas de chercher vraiment du travail. Ils attendaient, comme ils avaient attendu avec Simone. Mais moi, contrairement à Simone,
J'avais découvert leur plan avant qu'il soit trop tard. J'ai pensé à Thomas enfant, à ses yeux innocents, à ses rires, à ses câlins. Où était passé cet enfant? Quand avait-il changé? Était-ce ma faute? Avais-je été trop généreuse? Trop permissive? Henri me manquait terriblement. Lui aurait su quoi faire, lui aurait su quoi dire. Henri, ai-je murmuré, notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un que tu n'aurais jamais voulu qu'il devienne. Le téléphone a sonné. Je l'avais rebranché après ma conversation avec Thomas la veille. C'était Maître Beaumont. Madame Martel, je viens de recevoir une lettre de l'avocat de votre fils. Ils contestent le bail. Ils prétendent que vous les avez expulsés illégalement et réclament des dommages et intérêts. J'ai fermé les yeux. Combien? 50 000 euros. 50 000 euros, plus que ma dette envers eux. Ils voulaient me ruiner. Maître Beaumont, j'ai reçu la visite d'une assistante sociale ce matin. Elle m'a révélé des choses terribles sur Thomas. Je sais, elle m'a contacté également. Madame Martel, nous devons nous battre, mais je dois vous prévenir, ça va être long, ça va être difficile, et ça va être douloureux. Je suis prête. Bien, alors préparez-vous. Parce que votre fils ne va pas abandonner facilement. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous continué à vous battre contre votre propre enfant? Car la bataille ne faisait que commencer. La semaine suivante, Thomas est venu, sans prévenir, sans téléphoner. Il a simplement sonné à la porte un mardi matin, à 10 heures. J'ai regardé par le Judas. Il était seul, les cheveux en désordre, les yeux cernés. Il portait le même pull que le soir du dîner. J'ai hésité, ma main sur la poignée. Mon cœur qui battait trop vite. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre. Il faut qu'on parle. » Sa voix était brisée, comme celle d'un enfant perdu. J'ai ouvert. Il est entré, a regardé autour de lui comme s'il découvrait la maison pour la première fois, ou peut-être comme s'il la voyait pour la dernière fois. « Tu veux un café ?» ai-je demandé machinalement. « Non, je veux juste te parler. » Nous nous sommes assis dans le salon, lui sur le canapé, moi dans le fauteuil d'Henri. Cette distance entre nous semblait immense. « Élodie est partie, » a-t-il commencé. « Elle m'a quitté. Elle a dit que c'était de ta faute, que tu avais tout gâché. De ma faute. Elle a pris toutes ses affaires. Elle est retournée à Marseille, chez sa mère finalement. Donc sa mère l'acceptait maintenant. Intéressant. Et toi, où habites-tu? Dans un foyer, pour les sans-abri. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux bleus d'Henri. C'est horrible, maman. Les gens là-bas, ils sont... Je ne suis pas comme eux. Tu es exactement comme eux, Thomas. Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as personne qui veut de toi. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Je veux rentrer à la maison, maman. Non, s'il te plaît. Je vais tout recommencer. Je vais te rembourser. Chaque euro. Je te le jure sur la tombe de papa. Ces mots terribles. Ne jure pas sur la tombe de ton père. Tu n'en as pas le droit. Maman, Henri est mort en te croyant honnête, en te croyant bon. Et toi, ma voix s'est brisée. Toi, tu as profité de sa sœur mourante. Thomas est devenu blanc. Qui t'a dit ça? Une assistante sociale. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Je ne voulais juste pas le voir. Il s'est levé, a fait les 100 pas dans le salon. Ses mains tremblaient. Tante Simone voulait me laisser cet argent. Elle me l'a dit elle-même. Elle était sous morphine. Elle ne savait plus ce qu'elle signait. Elle m'aimait? Et moi? Est-ce que tu m'aimes, Thomas? Le silence qui a suivi était assourdissant. Réponds-moi, ai-je insisté. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu aimes juste ma maison? Mon héritage? Comment peux-tu dire ça? Parce que j'ai trouvé la lettre d'Élodie, celle où elle te dit d'attendre que je sois placée en maison de retraite pour vendre la baraque. Il a fermé les yeux. Cette lettre, c'était elle, pas moi. C'était ses idées, pas les miennes. Mais tu ne l'as pas arrêtée, tu ne m'as pas défendue, tu as continué à jouer le jeu, à faire semblant d'être pauvre, à me laisser vendre mes bijoux pendant que tu avais des milliers d'euros cachés. J'avais peur, il a crié, vraiment crié. J'avais peur que si je te disais la vérité, tu me juges, que tu me rejettes. Alors tu as préféré me mentir, me voler, m'humilier. Je ne t'ai jamais volé. Si, Thomas, chaque jour où tu as vécu ici gratuitement, chaque repas que j'ai préparé, chaque facture que j'ai payée, c'était du vol. Parce que tu pouvais payer, tu avais l'argent, mais tu as choisi de me le cacher. Il s'est effondré sur le canapé, a mis sa tête dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Je suis désolée. Je suis tellement désolée.
Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon fils qui pleurait. Vraiment. Pas des larmes de manipulation, mais des larmes de honte. Une partie de moi voulait le prendre dans mes bras. Le consoler comme quand il était petit. Lui dire que tout irait bien. Mais l'autre partie, la partie qui avait mûri dans la douleur, savait que ce serait une erreur. Tes excuses ne suffisent pas, Thomas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu grandisses. Je veux que tu assumes tes responsabilités. Je veux que tu arrêtes de fuir et que tu fasses face à ce que tu es devenu. Il a levé les yeux vers moi. Et qu'est-ce que je suis devenu? Un homme qui profite des autres. Un homme qui ment. Un homme que ton père ne reconnaîtrait pas. Le coup a porté. Je l'ai vu dans ses yeux. Papa me détesterait, c'est ça? Non. Henri ne détestait personne. Mais il serait dévasté, brisé de voir ce que tu es devenu. Thomas s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre, celle qui donne sur le jardin, sur les rosiers d'Henri. Tu sais ce qui est drôle, a-t-il dit d'une voix étrangement calme. J'ai toujours essayé d'être comme papa, professeur, respectable. Mais je n'étais jamais assez bon, jamais assez intelligent, jamais assez... lui. Ton père t'aimait exactement comme tu étais. Non, il m'aimait pour ce qu'il voulait que je sois. Et quand j'ai échoué, quand j'ai perdu mon travail, quand j'ai perdu l'argent de tante Simone, je n'ai pas pu le supporter. Alors j'ai fait semblant. J'ai menti, pour que personne ne voie à quel point j'étais devenu pathétique. C'était la première fois qu'il disait la vérité. La vraie vérité, sans faux fuyant. Thomas, ai-je dit doucement, tu n'es pas pathétique, tu es juste perdu. Mais perdre son chemin ne signifie pas qu'on ne peut pas le retrouver. Il s'est retourné. Tu me pardonnes? J'ai pris une longue inspiration. Non, pas encore, et peut-être jamais, mais j'ai hésité. Je te laisse une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Comment? Tu vas rembourser ta dette, chaque euro. Tu vas garder ton travail chez Uber Eats. Tu vas louer un appartement, un vrai, pas un foyer. Tu vas construire ta vie, sans moi, sans profiter de personne. Et ensuite, dans quelques années, si tu as vraiment changé, peut-être qu'on pourra se reparler. Peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose. Quelques années? Sa voix s'est brisée. Maman, tu as 83 ans. Dans quelques années, Je serai peut-être morte. Oui, c'est un risque. Mais c'est le prix de tes mensonges, Thomas. Tu as gâché nos dernières années ensemble. Pas moi. Toi. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Je ne veux pas te perdre. Alors change. Vraiment. Pas pour moi. Pour toi. Il s'est approché, a voulu me prendre dans ses bras, mais je me suis reculée. Non, pas maintenant, pas encore. Il a baissé les bras, a hoché la tête, et il est parti. Je l'ai regardé marcher jusqu'à la porte, ouvrir, se retourner une dernière fois. Je t'aime, maman, je sais. Mais l'amour sans respect n'est que du vent. La porte s'est refermée, et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes que je m'étais retenues pendant cette conversation. J'ai pleuré la fin de quelque chose, la mort d'une relation mère-fils telle que je l'avais connue. Mais j'ai aussi senti quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de la paix, douloureuse, difficile, mais réelle. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné immédiatement? Ou auriez-vous, comme moi, choisi de laisser votre enfant grandir dans la douleur? Car ce qui allait arriver ensuite me montrerait si j'avais eu raison. 3 semaines ont passé depuis la visite de Thomas. 3 semaines de silence, pas d'appel, pas de message, pas de nouvelles. J'avais demandé à Maître Beaumont de se renseigner. Il paie son loyer dans une petite chambre de bonne à la Croix-Rousse. Il travaille toujours. Il n'a fait aucune démarche pour contester votre décision. Il essayait donc, vraiment. Les jours passaient lentement. Je me levais, je prenais mon café, je lisais, je regardais la télévision. Mais quelque chose manquait, un vide immense que je refusais de nommer. Un soir de novembre, alors que la pluie frappait contre les vitres, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire d'Henri, celui où je gardais les vieilles lettres, les souvenirs, les reliques d'une vie passée, et j'ai trouvé un carnet, celui qu'Henri m'avait offert pour mes 60 ans. Pour que tu écrives tes pensées, avait-il dit. Je ne l'avais jamais utilisé. Jusqu'à ce soir-là, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Lettre 1 à Thomas enfant. Mon petit Thomas, tu as 5 ans aujourd'hui. Tu dors à l'étage, serrant ton ours en peluche contre toi. Ton père et moi venons de fêter ton anniversaire. Gâteau au chocolat, bougies, rire.
Tu m'as dit ce soir, « Maman, quand je serai grand, je vais t'acheter une maison encore plus grande, et tu n'auras plus jamais à travailler. » Je t'ai embrassé. Je t'ai dit que cette maison me suffisait, que tout ce que je voulais, c'était que tu sois heureux. Si seulement j'avais su, si seulement j'avais pu voir l'avenir. Aurais-je fait les choses différemment? T'aurais-je élevé autrement? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à 5 ans, tu étais pur, innocent, plein d'amour. Où est parti cet enfant? Lettre 2. À Henri. Mon amour, tu me manques. Chaque jour, chaque heure, j'ai chassé notre fils de la maison. Notre unique fils. Celui pour qui nous avons tout sacrifié. Tu serais en colère contre moi? Ou tu serais fier? Je ne sais plus ce qui est juste. Je ne sais plus ce qui est bon. Tu disais toujours, l'amour sans discipline n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. J'ai été complaisante, Henri, pendant 3 ans, peut-être même pendant toute sa vie. J'ai voulu être la mère parfaite, celle qui donne tout, celle qui pardonne tout. Mais en faisant ça, j'ai créé un homme qui prend tout sans rien donner. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai échoué en tant que mère? Réponds-moi, mon amour. J'ai besoin de ta voix, de ta sagesse. Mais tu n'es plus là, et je suis seule avec mes questions. Lettre 3. À Thomas adulte. Thomas, je voudrais te dire que je te déteste, que je ne veux plus jamais te voir, mais ce serait un mensonge. La vérité, c'est que je t'aime encore, désespérément, douloureusement. Être mère, c'est aimer quelqu'un plus que soi-même, même quand cette personne vous blesse, même quand cette personne vous trahit. J'ai relu ton carnet scolaire du CE2. Tu avais écrit « Quand je serai grand, je veux être comme mon papa et ma maman. Je veux aider les gens. » Tu voulais aider les gens. Et maintenant, tu profites d'eux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel moment précis t'a changé? Était-ce la mort de ton père? La perte de ton travail? La rencontre avec Élodie? Ou était-ce moi, ma bonté excessive, qui t'a appris que tu pouvais tout prendre sans conséquence? Je ne t'écrirai jamais cette lettre. Tu ne la liras jamais. Mais je veux que tu saches, même si tu ne le sauras jamais, que je ne t'ai pas abandonné. Je t'ai juste laissé partir, pour que tu puisses grandir. Enfin, j'ai écrit pendant des heures, jusqu'à ce que ma main me fasse mal, jusqu'à ce que les larmes sèchent sur mes joues. Et puis, j'ai compris quelque chose. Thomas n'était pas devenu un monstre du jour au lendemain. C'était progressif, lent, insidieux. Chaque petite excuse que j'avais acceptée, chaque limite que je n'avais pas posée, chaque mensonge que j'avais choisi d'ignorer. J'avais contribué à créer cette situation. Pas intentionnellement, mais par mon silence, par ma peur de le perdre, par mon besoin d'être aimé. Henri l'avait vu. Avant de mourir, il m'avait dit « Josiane, Thomas a 40 ans bientôt. Il faut le laisser se débrouiller, sinon il ne grandira jamais. » Mais Henri était mort trop tôt, et j'avais continué à protéger Thomas, à le sauver, à être sa bouée de sauvetage. Maintenant, j'avais coupé la corde, et il devait apprendre à nager seul. Le lendemain matin, on a sonné à la porte. Un coursier, avec un petit paquet. J'ai signé, ouvert le paquet avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une enveloppe, et 200 € en billets. J'ai ouvert l'enveloppe. Une lettre manuscrite. L'écriture de Thomas. « Maman, c'est mon premier remboursement. 200 €. Il m'en reste 209 autres à payer. Ça va prendre des années. Mais je vais le faire. Je travaille tous les jours, parfois 12 heures, sous la pluie, dans le froid. Mes jambes me font mal, mon dos me fait mal. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivant. Je ne te demande pas de me pardonner. Pas encore. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que tu avais raison. À propos de tout, j'ai gâché ma vie. J'ai gâché notre relation. J'ai gâché l'héritage que papa m'avait laissé. Pas l'argent, l'héritage moral, l'honneur, le respect. Je ne sais pas si je pourrais redevenir l'homme que papa voulait que je sois, mais je vais essayer. Je t'aime, maman. Thomas, j'ai relu la lettre 3 fois. J'ai touché les billets. 200 €. Si peu. Mais tellement en même temps. Ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était le geste, la tentative, le début de quelque chose. J'ai pleuré. Encore, toujours. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de colère ou de trahison. C'était des larmes d'espoir, fragiles, incertains, mais réels. Mon fils n'était peut-être pas perdu, pas complètement. Il y avait encore une chance, une toute petite chance. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Les mois ont passé.
décembre, janvier, février, mars, avril. Chaque mois, le même rituel. Un coursier, une enveloppe, 200 € et une courte lettre de Thomas. Mois 2, je tiens bon. Mois 3, il a neigé aujourd'hui. J'ai livré 23 commandes. Mois 4, j'ai eu une promotion. Je forme maintenant les nouveaux livreurs. Mois 5, c'est difficile, mais je continue. Des lettres courtes, factuelles, mais derrière chaque mot, je sentais quelque chose, un effort, une détermination. Je ne répondais pas. Pas encore. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la prudence. Je voulais être sûr que ce n'était pas juste une autre promesse vide. J'avais rangé l'argent dans une boîte, 1 000 € maintenant. 5 mois de remboursement régulier. Je ne les dépensais pas. Je les gardais, comme une preuve, comme un témoignage de sa transformation, ou de sa tentative de transformation. Un samedi de mars, je suis allé faire mes courses au marché, comme chaque samedi depuis 40 ans. Les mêmes étals, les mêmes visages, les mêmes odeurs de pain frais et de fromage. J'achetais mes tomates quand je l'ai vu. Thomas, de l'autre côté de la place, sur son vélo de livraison, un grand sac isotherme sur le dos. Il portait un casque, un gilet réfléchissant. Il avait l'air fatigué, mais déterminé. Il est entré dans une boulangerie, en est ressorti avec un paquet, a consulté son téléphone et reparti en pédalant. Il ne m'avait pas vu, et je ne l'ai pas appelé. Mais je l'ai regardé partir, et quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Mon fils travaillait. Vraiment. Il ne mentait pas dans ses lettres. Le soir même, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de ne pas faire. J'ai téléphoné à Maître Beaumont. « Maître, pouvez-vous me donner des nouvelles de Thomas, sans qu'il le sache ?» Il a hésité. « Madame Martel, êtes-vous sûre ?»« Oui. » Un soupir. « Très bien. Il paie son loyer régulièrement. 450 € par mois pour une chambre de 9 mètres carrés. Il travaille 6 jours par semaine. Il n'a plus aucun contact avec Élodie. Il mène une vie sobre, très sobre. Il mange bien ? Je ne sais pas, madame. Mais moi, je savais. Je connaissais Thomas. Quand il était stressé ou triste, il oubliait de manger. Il avait toujours été comme ça. Merci, maître. J'ai raccroché, et j'ai pensé à Henri. Qu'est-ce que tu ferais, mon amour ? Tu lui pardonnerais maintenant ? Ou tu attendrais encore ? Le fauteuil en velours vert ne m'a pas répondu. Mais dans mon cœur, je savais ce qu'Henri aurait dit. Attends encore un peu, Josiane, mais pas trop longtemps. La vie est courte, et tu n'es plus toute jeune. Mai est arrivé, le 6e mois depuis son premier remboursement. Un soir, alors que je regardais les informations, on a sonné à la porte. Il était 20 h. Qui venait à cette heure ? J'ai regardé par le Judas. Thomas. Mon cœur a bondi. Que faisait-il là ? Il y avait un problème ? J'ai ouvert. Il était différent, plus mince, plus musclé aussi. Ses cheveux étaient des coupés courts. Il portait un jean propre, un pull simple. Il avait l'air sobre, digne. « Bonsoir maman. Bonsoir Thomas. » Un silence, pesant, chargé de 6 mois de non-dit. « Je ne viens pas pour entrer. Je sais que tu n'es pas prête. » Il a sorti une enveloppe de sa poche. « Je voulais juste te donner ça en main propre, pour une fois. » J'ai pris l'enveloppe, l'ai ouverte. 400 € cette fois, le double. J'ai eu une prime. Pour mes bons résultats, je me suis dit que je pouvais accélérer le remboursement. 1 400 € au total maintenant. Sur les 42 000 qu'il me devait, ce n'était presque rien. Mais c'était énorme. Thomas, et je voulais te dire quelque chose. Il a pris une longue inspiration. J'ai commencé une thérapie, il y a 3 mois. Une psychologue. Elle m'aide à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'ai menti, pourquoi j'ai profité. Et, qu'as-tu compris ? Que j'avais peur de l'échec, peur de décevoir papa, peur de ne jamais être assez bien. Alors j'ai préféré mentir, faire semblant, prendre des raccourcis. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Mais les raccourcis ne mènent nulle part, maman. Ils mènent juste au vide. J'ai senti ma propre gorge se serrer. Tu as fait du chemin, mon fils. Pas assez, mais j'avance, lentement, un jour à la fois. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté. Maman, est-ce que tu crois qu'un jour, tu pourras me pardonner ? J'ai regardé cet homme devant moi, mon fils, mon unique enfant, le petit garçon qui collectionnait les cailloux, l'adolescent qui pleurait à chaque rentrée, l'homme qui m'avait trahi, l'homme qui essayait maintenant de se racheter. Je ne sais pas, Thomas. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose qui arrive, ou pas. Il a hoché la tête.
Je comprends. Mais j'ai hésité. Je vois tes efforts. Et ça compte. Vraiment. Un petit sourire. Le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des mois. Merci, maman. Thomas, ai-je ajouté doucement, ton anniversaire approche. 40 ans, c'est un âge important. Il a baissé les yeux. Oui, le 5 juin. Je sais, je suis ta mère. Je n'oublie jamais. Quelque chose a traversé son visage. De l'émotion. De l'espoir, peut-être. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon fils. Il est parti. J'ai refermé la porte, et je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Henri, ai-je murmuré, je crois que notre fils est en train de revenir. Le vrai Thomas, celui que nous avions élevé. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Henri était assis à côté de moi, dans son fauteuil en velours vert. Il fumait sa pipe. Il souriait. « Tu as bien fait, Josiane. »« J'ai été trop dur ?»« Non, tu as été juste. Et maintenant, il grandit. Enfin. Mais j'ai 84 ans, Henri. Et s'il est trop tard? Et si je meurs avant qu'on se réconcilie ?» Henri a posé sa main sur la mienne. Une main chaude, réelle. « Alors tu mourras en sachant que tu as fait ce qu'il fallait, que tu lui as donné la plus belle leçon, la responsabilité, le respect, la dignité. Je veux le revoir, Henri. Je veux le serrer dans mes bras. Bientôt, mon amour. Bientôt, mais pas encore. Laisse-le finir sa route. Laisse-le devenir l'homme qu'il doit être. » Je me suis réveillée en pleurant. Mais c'était des larmes douces, des larmes de paix. Henri avait raison. Il avait toujours raison. Je devais attendre encore un peu, juste un peu. Mais maintenant, j'avais l'espoir. Cet espoir fragile que peut-être, un jour, nous pourrions reconstruire quelque chose. Pas comme avant. Quelque chose de différent, de plus solide, de plus vrai. Les jours suivants, j'ai réfléchi. Beaucoup réfléchi. L'anniversaire de Thomas approchait. Le 5 juin. Il aurait 40 ans. Un cap. Une étape importante dans la vie d'un homme. Henri avait toujours dit « À 40 ans, on n'est plus un jeune homme. On devient un homme. Tout simplement. » Thomas méritait-il de fêter cet anniversaire seul, dans sa chambre de 9 mètres carrés, sans famille, sans personne? Une partie de moi disait oui. Il a créé cette situation. Il doit en assumer les conséquences. Mais une autre partie, la partie mère, celle qu'on ne peut jamais éteindre complètement, murmurait « Il est ton fils, ton unique enfant. » Et il essaie, vraiment. J'ai ouvert le tiroir où je gardais la boîte avec son argent. 1 400 €. 6 mois de travail acharné, 6 mois de régularité, 6 mois de preuves. Et j'ai pris une décision. Partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, qui a besoin de croire que les gens peuvent changer. Car ce qui allait arriver le 5 juin changerait tout entre nous. Le 5 juin est arrivé. Je me suis réveillée tôt ce matin-là. L'aube pointait à peine. Les oiseaux chantaient dans le jardin d'Henri. Les rosiers étaient en fleurs, magnifiques, éclatants, comme un cadeau. Aujourd'hui, mon fils avait 40 ans. Il y a exactement 40 ans, j'accouchais à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. 18 heures de travail. Henri tenait ma main. Quand ils ont posé ce petit paquet hurlant sur ma poitrine, j'ai pleuré. De joie, de soulagement, d'amour pur et absolu. « C'est un garçon », avait dit la sage-femme. « Thomas », avait murmuré Henri. « On l'appellera Thomas. Thomas, mon fils, mon trésor, mon plus grand bonheur et ma plus grande douleur. » J'ai passé la matinée à cuisiner. Un bœuf bourguignon, sa recette préférée. Celle de ma grand-mère bretonne. Celle que je préparais pour tous ses anniversaires d'enfance. Je savais que je prenais un risque, que peut-être il ne viendrait pas, que peut-être il avait d'autres plans, ou qu'il penserait que je me moquais de lui. Mais j'avais pris ma décision. Et à 84 ans, on ne remet plus les choses à demain. On n'attend plus, on agit. À midi, j'ai téléphoné. Son numéro que j'avais gardé dans mon téléphone, que je n'avais jamais effacé. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Allô? Thomas? C'est maman. » Un silence, long, pesant. « Maman? Bon anniversaire, mon fils. 40 ans. » J'ai entendu sa respiration s'accélérer. « Merci. Je ne pensais pas que tu... Si tu n'as rien de prévu ce soir, j'aimerais que tu viennes dîner, à la maison. J'ai préparé ton plat préféré. Maman, 19 heures, si tu veux, si tu peux. Je comprendrai si tu ne viens pas. Non, je veux dire... Oui, je viendrai. Merci, maman. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. « Henri, s'il te plaît, aide-moi. »
Donne-moi la force de faire ce qui est juste. À 19 heures précises, on a sonné. Thomas, propre, rasé de frais. Il portait une chemise blanche, pas très neuve, mais repassée soigneusement. Il tenait un petit bouquet de marguerites, des fleurs simples, pas chères, mais choisies avec soin. Bonsoir maman, joyeux anniversaire. Enfin, c'est mon anniversaire, mais il était nerveux, adorable dans sa nervosité. Entre Thomas. Il est entré, lentement, comme s'il découvrait la maison pour la première fois, ou comme s'il la redécouvrait après un long voyage. Ça sent comme avant, a-t-il murmuré. Le bœuf bourguignon. Ta grand-mère me tuerait si je changeais la recette. Un petit rire, fragile, mais réel. Nous nous sommes assis, pas dans la salle à manger, trop de souvenirs du dîner d'octobre, mais dans la cuisine, à la petite table où Thomas faisait ses devoirs autrefois. J'ai servi. Il a mangé, lentement, savourant chaque bouchée. C'est exactement comme je me souvenais, a-t-il dit, les yeux brillants. Certaines choses ne changent jamais, et d'autres changent trop, a-t-il ajouté doucement. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, pas un silence gênant, un silence paisible. Maman, a-t-il finalement dit, je veux que tu saches quelque chose. Ces 6 derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus vrais. Pour la première fois depuis des années, je me regarde dans le miroir et je ne déteste pas ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui essaie, quelqu'un qui n'est pas parfait, qui ne sera jamais comme papa, mais quelqu'un qui fait de son mieux. J'ai posé ma fourchette. Thomas, ton père n'était pas parfait non plus. Personne ne l'est. Mais il était bon, honnête, respectable. Et toi aussi tu peux l'être. Tu l'es déjà, en train de le devenir. Il a baissé les yeux. Une larme est tombée sur son assiette. J'ai tellement honte, maman. De tout. De t'avoir menti, de t'avoir volé, d'avoir profité de toi, et de tante Simone. Tante Simone, le fantôme qui planait toujours entre nous. Thomas, réponds-moi honnêtement. Tante Simone, tu l'aimais vraiment? Ou tu as juste profité? Il a fermé les yeux. Au début, je l'aimais, vraiment. Mais ensuite, Élodie a commencé à me parler de l'héritage, de la maison, de l'argent. Et j'ai laissé cette idée grandir. Je me suis convaincue que tante Simone voulait me léguer sa maison, que c'était normal, que j'en avais besoin. Et les papiers qu'elle a signés, elle était confuse, sous médicaments. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle signait. Sa voix s'est brisée. Je le savais, et je l'ai laissé faire. Je suis un monstre. Non, j'ai dit ce mot fermement. Tu as fait quelque chose de monstrueux. Ce n'est pas pareil. Un monstre ne peut pas changer. Toi, tu changes. Il a levé les yeux vers moi. Tu crois vraiment ça? Je le vois. Chaque mois, chaque lettre, chaque remboursement. Tu te rachètes, Thomas. Pas auprès de moi, auprès de toi-même. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Il s'est assis sur le canapé. Moi, dans le fauteuil d'Henri. Maman, j'ai quelque chose pour toi. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai ouvert. Un certificat. Un certificat de donation à une association d'aide aux personnes âgées. 500 €, en mémoire de Simone Martel. Tante Simone mérite mieux que ce que je lui ai fait. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux essayer de réparer, un peu. J'ai senti les larmes monter. Thomas, c'est une goutte d'eau, je sais, mais chaque mois, je vais donner 100 € à cette association, jusqu'à ce que j'aie donné l'équivalent de ce que j'ai volé à tante Simone. 180 000 €. Ça va prendre des années, peut-être toute ma vie, mais je vais le faire. 180 000 €. À 100 € par mois. 1800 mois. 150 ans. Thomas, tu as 40 ans. Tu ne pourras jamais, je sais, mais je vais essayer. Et si je ne peux pas finir, j'aurai au moins essayé. C'est tout ce que je peux faire. Essayer. J'ai regardé cet homme devant moi, mon fils, et j'ai réalisé quelque chose. Il avait grandi. Enfin. Vraiment. Thomas, ai-je dit doucement, j'ai quelque chose à te dire aussi. J'ai sorti la boîte, celle où je gardais ses remboursements. 1400 €. Je n'ai pas touché à cet argent. Je l'ai gardé. Pour toi. Il a écarquillé les yeux. Pour moi? Mais je te le dois? Non. Tu me devais une leçon. Pas de l'argent. Tu devais apprendre à être responsable, à tenir tes promesses, à travailler pour ce que tu veux. Et tu l'as fait. Maman.
Prends cet argent. Utilise-le pour payer la caution d'un vrai appartement. Pas une chambre de 9 mètres carrés. Un endroit où tu peux vivre dignement. Mais la dette, les 40 000 € restants, sont annulés. Le silence. Complet. Absolu. Quoi? J'ai parlé à Maître Beaumont. J'annule la dette. Tu m'as remboursé ce qui comptait vraiment. Tu m'as remboursé ton humanité, ta dignité, ton honneur. Thomas a éclaté en sanglots. De vrais sanglots. Profonds. Libérateurs. Il est tombé à genoux devant moi, a posé sa tête sur mes genoux, comme quand il était petit, comme quand il avait mal, comme quand il avait besoin de sa maman. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai posé ma main sur ses cheveux. Je sais, mon fils, je sais. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Une mère et son fils, brisés, mais en train de se reconstruire. Quand il est parti, vers 23 heures, il m'a serré dans ses bras. Fort, longtemps. Merci, maman, pour tout. Pour avoir été assez forte pour me dire non. Pour avoir été assez sage pour me laisser tomber. Et pour être assez généreuse pour me relever. C'est ça, être mère, Thomas. Savoir quand tenir et quand lâcher prise. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner. Mais cette fois, ce n'était pas un adieu. C'était un au revoir, avec la promesse d'un demain. Ce soir, assise dans le fauteuil d'Henri, je pense à tout ce chemin parcouru. J'ai 84 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 1 an? 5 ans? 10 ans si j'ai de la chance? Mais je sais une chose. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai élevé mon fils une deuxième fois. Pas comme un enfant, mais comme un homme. Je lui ai appris la leçon la plus difficile, que l'amour véritable n'est pas toujours doux. Parfois, il est dur, exigeant, inflexible, mais c'est ce qui le rend réel. Henri, je murmure dans le silence, j'ai fait ce que tu aurais fait. J'ai été forte, j'ai été juste, et maintenant notre fils a une chance, une vraie chance de devenir l'homme que nous voulions qu'il soit. Le fauteuil en velours vert ne répond pas, mais je sens quelque chose, une présence, un sourire invisible. Henri est fier, je le sais, et moi aussi je suis fière, de Thomas et de moi-même. Car j'ai appris quelque chose que je ne savais pas avant. Donner sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. Le véritable amour, c'est dire non. C'est poser des limites. C'est laisser tomber pour permettre à l'autre de se relever. C'est douloureux, c'est terrible, mais c'est nécessaire. Partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, avec quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour changer, avec quelqu'un qui croit que l'amour doit toujours être doux. Parce que parfois, l'amour le plus fort est celui qui ose être dur. Et parfois, la plus belle rédemption commence par un simple mot « non ».